qu'on vous propose, c'est de passer à la séance questions-réponses. Donc, c'est Bernard qui anime cette séance. À toi, Bernard. Oui, alors bonjour. On a d'abord un certain nombre de questions, alors principalement pour Christine, mais ensuite on fera les liens donc entre les apports donc d'Alessandro et avec le message qu'a passé Christine. Une première question: la limitation des échanges actuels sans le numérique aurait été extrêmement difficile, certainement, mais pour autant, peut-on vraiment imaginer un monde sans échange physique entre les humains, entre les hommes? Ça pose toute la question, il y a de l'humanité, des émotions et de la passion. Voilà, donc qu'est-ce qui va rester si on passe tout au numérique? Voilà. Alors, est-ce que je réponds à cette question? Vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà, donc écoutez, moi j'aurais tendance, j'aurais pas plus que temps, je répondrais qu'il n'y a pas d'humanité sans échange humain. J'aurais envie de citer Bono de Condillac, qui est donc un philosophe du XVIIIe siècle et qui avait écrit à l'époque le Traité des sensations, et dans lequel il mettait en scène une statue humaine qui au départ était une vraie statue et qui, au fur et à mesure du traité des sensations, se voyait équipée de chacun des sens humains. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que le sens, qui est le dernier sens d'ailleurs que la statue a dans le traité des sensations, c'est le sens du toucher. Et c'est avec le sens du toucher que la statue humaine prend vraiment conscience de la réalité de son corps en tant que physique, matière, et de l'espace qui l'entoure, avec le toucher. Donc le toucher aujourd'hui, on a beau avancer dans l'haptique, etc. Le toucher, c'est quelque chose qui n'est absolument pas encore de l'espace numérique. L'humanité, bien entendu, ne se limite pas au toucher, mais le petit enfant prend connaissance du monde essentiellement au départ avec ses mains, avec le goût, avec vraiment ce qu'on appelle les sens de la proximité. Donc, pour moi, il n'y a pas d'humanité avec uniquement les contacts en numérique. C'est la fin de l'homme. C'est une espèce je ne sais pas comment on l'appellerait, une espèce de numérico-humain, mais voilà, ça n'est plus un être humain pour moi. Merci Christine. Est-ce que sur ce thème, Alessandro, vous avez un commentaire? Juste, je voulais introduire ou citer cette terminologie très contemporaine, que c'est les transhumains, le transhumanisme. C'est cette idée d'une possibilité d'immortalité, enfin vraiment un dépassement radical de la condition humaine, que c'est une condition mortelle. Donc le transhumanisme prône l'idée d'un homme qui puisse survivre à soi-même, à son propre corps. Et c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est un autre monde, c'est un dépassement des limites humaines et du paradigme humain. Et c'est amusant. Si je peux rebondir sur ce que dit Alessandro, parce qu'il a cité les philosophes grecs tout à l'heure, la mythologie, justement, elle s'inscrit au départ sur des dieux qui, pour certains, sont devenus humains, donc des dieux pour lesquels la durée, le temps était infini, et le propre de l'homme, c'est de s'inscrire dans un bout du temps qui passe entre sa naissance et sa mort. Le transhumanisme, l'homme augmenté, est-ce qu'on ne pourrait pas l'aborder en repartant vers la mythologie? Je ne sais pas ce qu'en pense Alessandro. Merci. Ce que je pense par rapport justement à cette relation culturelle qu'on a avec la mythologie, c'est que la mythologie, c'est une croyance
Et comme toute croyance qui conforte la condition humaine, c'est un objectif, c'est hors du corps, c'est un point à imiter, c'est un modèle. Exactement le modèle qu'on est en train de chercher aujourd'hui pour cette nouvelle technologie. C'est-à-dire que chaque époque a eu ses modèles. Et la mythologie était le modèle de la civilisation grecque et romaine. Mais cette immortalité des divinités était due justement pour pouvoir marquer un modèle. Or, si nous-mêmes devenons notre modèle, c'est presque paradoxal. C'est-à-dire cette promesse d'immortalité humaine, je suis nostalgique. Moi, j'ai continué à penser à oui, Frankenstein ou Metropolis, enfin, cet imaginaire machiniste voilà, du début du XXe siècle. Bien, merci Christine et Alessandro sur cette question. Alors, on a une autre question sur la question de notre rapport avec l'espace et avec le temps, et notamment donc la question de l'immédiateté, avec le risque qu'on a de laisser la main à l'immédiateté des réseaux d'information et de perdre l'esprit d'analyse, l'esprit de réflexion, et ceci, ça nous rapporte aussi à l'enseignement. Hein. Donc, est-ce qu'en fait, on sera toujours capable, est-ce qu'on a toujours cette volonté de garder, notamment dans l'enseignement, et de développer cet esprit d'analyse et de réflexion? Est-ce que je commence par répondre ou Alessandro, oui, tu veux? Oui. Alors, qui prend la main? Alors, je prends la main. Alors, par rapport à la présentation de mon exposé, moi, j'avoue que j'ai un tempérament optimiste, donc je ne suis pas du tout défaitiste par rapport au fait que l'esprit de réflexion va disparaître. Je pense que ce qui fait défaut aujourd'hui, pour avoir beaucoup, comme j'ai été longtemps directeur de système d'information, à la fois dans l'univers de la recherche et de l'enseignement supérieur, je dirais dans les années 2005, j'ai pas mal travaillé sur la notion justement d'enseignement à distance. Je pense que ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est justement la formation de cette composante numérique par rapport à l'enseignement. Enfin, je m'explique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le numérique, ça change complètement la notion d'espace, la notion du temps. Et à travers des phénomènes qui peuvent être la réticularité, qui peuvent être la récursivité, qui peuvent être la possibilité d'annuler et de refaire d'autres choses, qui peuvent être l'interaction, un tas de composantes qui n'existent pas nativement dans le monde réel, mais que on a dans ce monde numérique et qui donc font que on évolue d'une façon complètement différente. Je pense que aujourd'hui, l'effort devrait porter sur comment, en plus d'un raisonnement, je dirais, très issu de la physique d'Aristote, comment essayer de donner d'autres dimensions à notre espace réel, tout en étant dans le monde tel qu'il est, essayer d'avoir d'autres dimensions qui intègrent ce numérique. Je crois qu'il n'y a pas assez de travail pour intégrer vraiment la réalité du numérique, et je dis bien la matérialité, la réalité du numérique, dans l'espace de l'enseignement. Donc c'est ce travail-là qui peut au contraire apporter quelque chose de très intéressant aujourd'hui, de modifier les façons d'apprendre. En fin de compte, il faut que les élèves soient mis dans une situation d'apprendre qui est différente. Et ça n'est pas forcément, on l'a vu avec le confinement, on a demandé aux professeurs des lycées, aux professeurs d'université de très vite basculer dans le téléenseignement.
au départ, il y a des profs qui ont tout simplement mis leur cours en ligne en expliquant le support, etc. C'est pas ça, hein, le numérique. Le numérique, c'est pas ça du tout. Le numérique, c'est vraiment une autre façon complètement hybride de concevoir l'enseignement. Et je pense qu'on est loin d'avoir exploré aujourd'hui le potentiel que ça représente. Non, on peut au contraire apprendre à réfléchir avec le numérique. Alessandro? Alors, oui, la question de l'instantanéité, c'est la grande nouveauté parce que on n'a jamais eu cette rapidité de réponses. Nos machines ont été toujours des machines. Si, la vitesse a commencé il y a un siècle. On a commencé à voler il y a un siècle commercialement. Donc, c'est l'instantanéité du temps et la rapidité, la vitesse avec laquelle on atteigne cet changement. Donc, dans le XXe siècle, a produit du stress, de l'aliénation, des conditions de malaise au corps. Hein. Et c'est sûr que cet avancement, ce dédoublement de cette externalisation de la mémoire, parce qu'on est en train de mettre hors du corps une grande partie de notre mémoire, ça produira sans doute des problèmes. Parce on les voit déjà à l'école avec les étudiants, des problèmes de concentration, par exemple. Il y a une éducation qui n'arrive pas à tenir le temps d'une élaboration d'une page. On passe d'un argument à l'autre avec une fuite continue. Donc la réflexion est sûrement touchée, mais c'est la réflexion comme on la connaît nous. Moi, je me dis encore un être analogique. J'ai appris à dessiner à la ligne et à l'équerre avec l'encre. Probablement, les nouvelles générations vont avoir des outils pour se régler à ce nouveau temps. Et c'est inévitable, je suppose. En tout cas, je suis surpris de comprendre que mes étudiants souvent sont en même temps sur deux travaux. Donc, ils me suivent et ils sont en train de dessiner autre chose. Et malgré ça, qui au début m'a bouleversé, après, avec patience, j'ai accepté et j'ai vu que quand même, ils arrivent à enregistrer ce que j'ai fait. Donc, cette capacité de métabolisation de l'information trouve une plasticité quelque part dans l'être humain. Mais en même temps, j'ai quelques doutes sur le fait que quand même, notre corps, c'est un corps qui est encore analogique et préhistorique. C'est-à-dire qu'il y a un décalage très important entre la promesse de la technologie, qui est déjà en réalité, et les retards de notre corps, que c'est encore un corps qui a des temps d'évolution qui sont très lents, beaucoup plus lents que notre technologie. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important, à un certain moment, faire un arrêt et faire les points. Et à mon avis, le point le plus important à faire, c'est un point politique, parce qu'il faut décider qui a le pouvoir. Cette technologie, elle est très forte et ça peut faire peur. Bien, ben merci Alessandro. Alors ici, on a une question d'un de nos auditeurs qui rejoint effectivement des propos de Christine concernant les digital natives et vraisemblablement aussi la fracture numérique. Cette question est liée de la manière suivante. Est-ce que notre pensée n'est pas limitée par le fait que nous ne sommes pas nés dans l'ère numérique? Alors voilà, il y aurait ceux qui sont nés dans l'ère numérique et ceux qui sont nés avant l'ère numérique. Et est-ce qu'en fait, on n'a pas, il y a deux mondes qui se côtoient, alors plus ou moins bien. Voilà. Donc cette cohabitation entre les digital natives et puis les autres. Alors, c'est quelque chose effectivement que j'ai évoqué dans ma présentation, le fait que on était, si on peut dire, on évoluait au départ dans la vie dans une bulle technologique qui est liée à l'époque et à l'évolution technique qui est propre à notre époque. Donc effectivement,
il y a un décalage, c'est-à-dire que moi, je me souviens très bien d'avoir vu des parents complètement en admiration devant leur petit gamin qui naissait pratiquement avec un iPod dans la main ou avec enfin, qui avait une intuition, si on peut dire, par rapport à ces outils qui paraissaient extrêmement excitantes pour les parents. Je pense que c'est alors là, on est vraiment dans la bulle sensitive, dans la bulle perceptive, ce qui est peut-être à dissocier de la pensée. Parce que je pense que la question portait sur la pensée. Est-ce qu'on n'est pas limité dans notre façon de penser? On est limité dans la façon de percevoir, certainement. Je pense que quand on est né il y a 50 ans ou il y a 60 ans, on ne perçoit pas les outils qu'on a aujourd'hui de la même façon instinctive que ceux qui sont nés il y a 10-15 ans, ça c'est sûr. Par contre, en ce qui concerne la pensée, j'aurais tendance à dire que le parcours, et je dirais peut-être la chance d'avoir encore été dans un temps un peu moins accéléré, d'avoir d'autres temporalités derrière nous pour comparer, fait qu'on peut aussi être un peu plus critique et donc avoir une meilleure analyse de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je pense pas que le fait d'être... Je pense qu'il faut... c'est pas parce qu'on est à des âges différents... ça rejoint une remarque que j'ai régulièrement de la part des jeunes qui ont l'air de penser qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus intelligents parce qu'ils ont accès à beaucoup plus d'informations, je dirais, en temps réel, que leurs parents qui étaient limités, qui devaient aller en bibliothèque pour pouvoir consulter des ouvrages. Je pense que la composante temps, malheureusement, comme le disait Alessandro tout à l'heure, on est encore avec un corps humain qui naît dans le corps d'un petit bébé et qui vieillit dans le corps d'un vieillard. Et ça n'a pas évolué. Et c'est une composante, je dirais, qui fait aussi la richesse de l'humain et qui fait que quand même, encore aujourd'hui, on peut évoluer dans sa façon de penser et on n'est pas forcément plus à même de réfléchir parce qu'on est plus jeune que parce qu'on est plus âgé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il y a deux choses, donc pour résumer, il y a le mode de la perception, je dirais oui, les plus jeunes sont meilleurs, mais le mode de la pensée, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas confondre les deux. Alessandro? Merci. Moi, je voudrais ajouter juste le fait qu'en effet, cette époque, c'est une époque de transition et c'est une époque plutôt extraordinaire parce que l'événement du numérique est arrivé petit à petit, mais bientôt va être la majorité. Donc, cette époque de transition donne au monde, à ce moment, plus de diversité, donc plus de richesse. Il y a des approches qui sont analogiques, prédominantes analogiques, et des approches qui sont peut-être déjà numériques d'emblée. Et c'est une complexité qu'à mon avis, il faudrait étudier et archiver dans des pédagogies, par exemple, parce qu'une fois fini l'époque, les temps des analogiques, ils ne vont pas se reproduire. Étant donné cette technique puissante. Et par contre, la question analogique, je trouve être, comme disait mon collègue, une question de qualité. L'opportunité d'avoir du temps pour réfléchir, c'est une richesse aujourd'hui. Le temps, c'est une valeur des qualités de la vie, une valeur économique. Donc, avoir le temps pour pouvoir élaborer, c'est pas pour tous. C'est pas pour tous. Donc, merci Alessandro. La diversité est une richesse. Il faudrait la sauvegarder. Alors, on a un auditeur qui nous questionne sur l'habitat. Hein. À savoir, est-ce que les outils numériques ont réellement influencé notre habitat ou vont l'influencer dans sa conception, ou est-ce qu'ils ont uniquement permis de mieux voir et de mieux comprendre ce qu'on construisait? Alors, je pense que c'est plus pour Alessandro. Oui. Bah, je peux commencer, mais on peut dialoguer, je trouve bien ça.
je dirais qu'il y a des conséquences ignobles sur l'espace, sur la manière de vivre, qui part justement de la condition humaine. Un ordinateur, un laptop, un écran, c'est une extension de la réalité, dans une autre réalité, mais c'est une fenêtre en plus de la maison. Donc, chaque ordinateur, c'est une autre fenêtre. Et donc, mais je le dis du point de vue basique, parce que d'ailleurs, l'ordinateur, il faut l'orienter de manière qu'il ne fasse pas reflet avec la lumière. Donc, il faut avoir une bonne orientation comme toute fenêtre qui se respecte. Donc, il y a une physicité de cette réalité virtuelle qui est la conséquence de son usage sur le corps de l'utilisateur. Donc, le corps de chacun de nous, avec l'ordinateur, modifie son habitat, modifie l'habitat. Alors, la manière de construire ou de transformer l'habitat par le numérique, ça aussi, c'est très, très fort. C'est même invasive presque, parce qu'il y a un contrôle, comment dire, rien est laissé au hasard, rien n'est laissé à un choix du dernier moment. Donc, il y a une programmation qui est très, très anticipée et complètement encadrée. Et on va de plus en plus vers une direction pareille, non seulement pour la transformation de l'habitat, mais aussi pour nos relations. Si on pense à blockchain, que c'est un système de contrôle et de vérification fait par les réseaux mêmes, voilà, on se passera des médiateurs qui garantissent pour nous. Hein, seront nous-mêmes voilà, notre système de garantie. Donc, je pense que c'est plutôt des conséquences qui se font à fur et à mesure. Quoi ajouter? Que je crois qu'aussi pour la question de l'habitat, ça amène, on l'a vu avec la crise sanitaire, que le travail est rentré dans la maison. Donc, l'habitat, il est capable de se plier à toutes les exigences. Et ça, je me demande si c'est une bonne ou une vraie amélioration de l'habitat et de la condition de vie ou pas. Parfois, j'aurais envie d'aller travailler au café, mais les cafés sont fermés. Christine, un commentaire là-dessus ou alors, un commentaire dans l'univers textile, effectivement, j'ai pas mal essayé de travailler sur la notion de cloisonnement de l'espace, parce qu'effectivement, le textile se prête bien, c'est très souple, c'est quelque chose qui peut être translucide aussi, qui peut faire qu'on délimite un espace sans vraiment qu'il y ait quelque chose de rigide ou quelque chose d'opaque, donc qui sépare les lieux. Et c'est vrai que je pense en particulier à l'architecture liquide que doit connaître Alessandro, avec cette notion d'un lieu qui serait, cette espèce de rêve d'un lieu qui serait adaptable à nos envies, qui serait modulable en fonction de nos humeurs. Et puis, d'un lieu aussi, alors là, ça me fait très peur parce que pour moi, une maison, un appartement, un lieu où on vit, il s'inscrit dans une proximité qui est le quartier, qui est la région. Dans l'univers textile, on a vu, et je crois que ça sera un jour une réalité pour les hublots dans les avions, la possibilité de remplacer les fenêtres par des textiles sur lesquels on projetterait des images de l'extérieur. Donc, à vrai dire, on n'aurait même plus besoin de regarder par la fenêtre et on pourrait très bien avoir un extérieur qui ne soit pas vraiment l'extérieur et qui soit un extérieur au bout du monde. Voilà, je terminerai par ça, pour faire un petit peu rêver. Oui, moi, je peux rebondir, c'est juste le fait qu'il y a un plaisir dans les hasards, hein, dans la condition analogique, hein, qui je ne suis pas sûr que c'est qu'on puisse se substituer avec des modélisations. Oui. Les hasards de la rencontre. Après, les hasards de la rencontre peuvent donner lieu à une mauvaise rencontre, mais c'est ça qui est intéressant,
qu'il faut avoir de la chance aussi. Donc, peut-être j'ai une tendance transcendantale. Alors, ben merci Alessandro. Alors sur ce sujet, et je pense que ça pourrait peut-être lancer un petit peu nos conclusions, un de nos auditeurs se projette dans 30 ans. Et il nous dit, quand les humains auront été majoritairement remplacés par des robots, qu'est-ce qu'on fera? On sera dans une société de loisirs. Il faudra peut-être qu'on ait un revenu universel. Comment vivra-t-on? Et la question finale, la culture, est-ce qu'elle va y gagner? Alors, qui se projette dans 30 ans? C'est Alessandro ou c'est Christine? Ah, je ne sais pas, moi je pourrais dire, si vous voulez, que si on pense au dernier, moi vous voyez, je travaille à l'envers, je regarde les dernières 80 ans. En 1930, il y a eu les congés payés, la loi des congés payés, 1938, 36, je ne me souviens plus. Et depuis, on a commencé à vivre dans l'après-guerre, parce qu'il a fallu attendre l'après-guerre, dans une société qui de plus en plus était centrée sur la jouissance, sur le plaisir, sur le confort. Et encore aujourd'hui, on est dans cette situation, au moins dans la société occidentale. Hein. Et c'est cet confort et plaisir qui nous a fait, comment dire, augmenter la richesse de la société. Donc, c'est une sorte d'effet nourria. Je pense que ça va continuer. Ça ne pourrait pas être autrement. C'est trop évident. Enfin, c'est trop évident que le confort, c'est mieux que le malheur, hein, que l'inconfort. Mais je pense qu'il faut une balance, il faut un équilibre, parce qu'aujourd'hui, le confort produit aussi des contre-indications physiques. Non, la gâterie de l'alimentation produit de l'obésité ou des problèmes sanitaires. Donc, l'idée de confort, il faut la redessiner, je pense. Je crois que la technologie pourrait nous aider dans tout ça, mais bien dosée et surtout bien contrôlée. Et il faut qu'il soit contrôlé par des structures démocratiques. Sinon, ça devient dangereux. Christine, on se projette dans 30 ans? La question en elle-même, elle donne un univers où j'ai compris que les humains seraient remplacés par des robots. Je sais pas, ça me fait un petit peu penser à Brave New World, avec donc c'est cette population avec les alphas, donc qui vivent d'une certaine façon, et puis un monde qui est complètement régenté. On ne sait même plus qu'est-ce qui est le sel de la vie. Enfin, je ne sais pas. J'ai du mal à me projeter sans période intermédiaire. J'ai du mal moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé dans 10 ans, dans 20 ans, pour qu'on arrive à 30 ans où les humains sont remplacés par des robots. Donc, si j'ai bien compris, il en reste quelques-uns pour lesquels se pose la question de est-ce qu'ils vont avoir un revenu pour pouvoir continuer à vivre, quelle va être leur culture. Pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu. Je ne sais même pas si on n'est pas déjà sur une autre planète quand on évoque quelque chose comme ça. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les humains vont se laisser remplacer par des robots? Est-ce que ça sous-entend donc qu'ils ne vont plus se reproduire? Est-ce que ça sous-entend que l'homme va être augmenté, qu'il va être éternel, qu'il va avoir la possibilité de vivre infiniment? Je ne sais pas. J'essaie de voir dans mon imagination, mais je reste un petit peu, comme disait Alessandro tout à l'heure, on est toujours dans un corps qui a ses limites, qui est fonctionnel, pour reprendre l'exemple des matériaux, et performant que pendant une bonne partie de notre vie, mais pas pendant toute il nous faut quand même entre 15 et 20 ans pour que le corps devienne vraiment fonctionnel. Après ça, il commence déjà à décliner relativement tôt. Bon, j'ai du mal à voir comment l'homme pourrait trouver ça idéal d'être remplacé par des robots. Déjà, rien que
Voilà. Eh bien, merci pour cette vision. Alors, je crois que là, on va arriver donc au moment où il va falloir malheureusement conclure. Alors, on n'a pas pu voir les questions de tous les auditeurs, mais néanmoins la grosse majorité des questions. Alors, dans l'exposé d'Alessandro, moi j'ai noté quelque chose, donc une phrase de sagesse, je crois. J'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de ça en termes de conclusion. Quand on manque de modèles, il faut faire appel à la sagesse. Et après, vous avez rebondi sur la nécessité, effectivement, de l'organisation politique. Voilà. Donc, c'est peut-être ce qu'il faut qu'on développe actuellement dans notre monde en mutation. Alessandro va répondre en premier ou je réponds? Voilà. Allez, J'aime bien qu'on parle de politique parce qu'effectivement, je me demande si c'est pas une notion qui est en train de complètement disparaître. Je ne sais pas si on peut encore parler vraiment d'un monde politique aujourd'hui. Pour qu'il y ait politique, il faut vraiment qu'il y ait des espaces, vraiment des espaces humains pour le débat. Comme le disait Alessandro, il a encore parlé de la Grèce, mais quand même, en Grèce, on parlait politique dans des espaces qui étaient, enfin, je veux dire, le démos, enfin, le peuple avait des espaces pour se retrouver, pour discuter. Sur Internet, ça n'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans la même temporalité, on n'est pas dans la même relation à l'information, la même relation aux autres. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de réflexion, surtout dans le cadre des outils de l'intelligence artificielle, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui peut être l'intelligence artificielle peut être quelque chose qui peut être maîtrisé par l'humain. C'est pas forcément quelque chose d'inquiétant et on pourrait très bien s'employer à faire en sorte que l'intelligence artificielle permette de restaurer les conditions pour un vrai débat de société, de façon à reconstruire un petit peu l'intérêt pour la chose publique, pour la politique. Pour la politique, c'est quand même s'intéresser à ce qui fait aujourd'hui le lien que nous avons entre nous, ce qui fait la société et quel devenir on a envie pour nous et nos enfants. C'est un tout par rapport à notre histoire, par rapport à notre devenir. Donc, voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire. Effectivement, s'arrêter par rapport à la sagesse, oui, mais est-ce que le numérique tel qu'il se présente aujourd'hui nous donnera le temps de nous arrêter? Est-ce qu'on peut pas aussi, est-ce qu'il nous donnera le temps de nous arrêter? Voilà. Je pense qu'on peut aussi, crier très fort qu'on est des humains. C'est un petit peu ce que j'avais mis en conclusion de mon livre l'année dernière. Je pense qu'il faut vraiment taper du pied et réaffirmer toute la structure sensible qui nous anime, les passions, ce qui fait l'humain. C'est vrai que sur Internet, les passions, on les voit pas beaucoup. Les émotions, elles sont un petit peu, je dirais presque infléchies par des modes et par des contraintes. Mais voilà, j'aurais tendance à dire faisons la révolution aujourd'hui de notre humanité, de façon à dire halte là, le numérique, c'est nous qui l'avons initié, c'est quelque chose qui n'est pas une abstraction, c'est quelque chose de physique. Il ne faut pas oublier que on n'en parle jamais, mais aujourd'hui, les capacités de mémoire que l'on a, les capacités réseau, c'est quand même des réalités physiques derrière, avec des serveurs de par le monde, avec des routeurs pour arbitrer les échanges réseau. Enfin bon, c'est un monde que j'ai très largement pratiqué dans le passé. Donc on construit de plus en plus d'entités physiques pour régler le numérique, mais bon, on peut aussi en garder la maîtrise. On peut aujourd'hui se dire comment éduquer nos enfants avec le numérique, comment sensibiliser
au mieux, je pense qu'il faut stopper la course à tout prix à la 5G, à l'extension des nouveaux objets. Je pense que les générations nouvelles sont peut-être un petit peu en train de se dire aussi que il y a peut-être un peu trop de choses qui dépassent nos capacités humaines. Alessandro, je crois que parmi vos élèves, c'est quelque chose Oui, qui oui. Il y a une sensibilité très surprenante d'ailleurs, hein, pour moi, hein, parce que finalement, la question écologique, alors moi, j'ai vécu l'écologie pendant les années 70, quand on commençait à cause du nucléaire en Allemagne, il y avait des mouvements antinucléaires. En Italie, il y a eu un référendum. Pour d'autres raisons, c'est un territoire sismique et donc le nucléaire en Italie ne s'est pas fait. Mais je vois maintenant arriver l'écologie, non pas en tant que militance, mais comme éducation. Donc, j'ai des étudiants qui sont complètement dans une démarche radicale sur des comportements biodégradables, par exemple. Et donc, face à de nouvelles technologies, et c'est le grand problème de la 5G qui n'arrive pas à percer, parce qu'apparemment, c'est la première fois durant laquelle le progrès n'est pas vu comme une expérience positive. C'est presque un surplus. Et j'ai un peu l'impression que la question est, comme disait Christine, que c'est la vitesse. Trop de vitesse, ça c'est une règle dans le design. Il faut que la nouvelle proposition, elle ne soit pas trop, arrive pas trop vite. Il faut qu'elle ait le temps pour se faire désirer. Et là, la technologie, elle court avec des urgences qui ne sont pas humaines, elles sont marchandes. Pour moi, c'est ça le grand problème. Que cette technologie, elle est dans les mains des entreprises qui font un travail merveilleux, mais qui ont des buts différents de nos buts en tant que communauté. Voilà. Et la question de la qualité de la vie est une question fondamentale parce que les villes sont nées pour que les hommes soient heureux. Donc, le fait d'être ensemble avec une finalité de ce type, voilà, il faut la défendre, mais dans tous les côtés. D'accord. Eh bien, écoutez, merci pour ces commentaires et pour ces conclusions. Donc, des motifs, je dirais, d'être positifs et puis certainement des points de vigilance. Hein. On aurait pu évoquer bien d'autres problèmes comme la fracture numérique aussi, hein, qui est un vrai problème. Je crois qu'on va en rester là. Je tenais donc à remercier donc nos conférenciers, donc Christine Brovaïs et Alessandro Vicari. Merci encore pour vos interventions. Alors, tous nos auditeurs vont pouvoir retrouver leurs propos là sur nos différents sites internet de USF et de S2E et dans l'ISCOP, hein, ainsi que l'enregistrement numérique vidéo et numérique. Voilà. Donc, merci encore et bonne soirée et bonne fête de fin d'année puisqu'on ne se retrouvera pas d'ici là. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir et merci beaucoup.